On enchaîne rapidement avec une nouvelle présentation de Dominique Thériez et Anthony Muscat. Je les invite à me rejoindre. Ils sont respectivement DG de la société Aquasis et chargés de mission gestion de l'eau quantitative à la Chambre d'agriculture du Vaucluse. Et ensemble, vous allez nous présenter les outils et comment vous appréhendez la gestion des autorisations de prélèvement agricole dans le système des OUGC, les organismes uniques de gestion de l'eau, avec l'appui du numérique. Je vais commencer avec vous, Dominique, juste pour vous présenter. Vous êtes le DG, je l'ai dit, d'Aquasis, qui est un fournisseur de services numériques spécialisé dans la gestion de la ressource en eau. Vous travaillez auprès des gestionnaires de bassins versants, auprès de maîtres d'ouvrage eau potable, mais aussi auprès de gestionnaires d'alimentation en eau potable et de systèmes d'irrigation collective. Et c'est justement ce dernier point qui nous intéresse en particulier, avec un outil, un mot sur cet outil, le logiciel Iriqua. Près du micro, forcément. Oui, c'est un logiciel qu'on a développé, le travail a commencé avec le GC Vaucluse, qu'on va évoquer aujourd'hui, et qui maintenant est en train d'être déployé à l'échelle de 22 000 points de prélèvement pour 10 000 agriculteurs. Oui, donc c'est bien très significatif. Anthony, de votre côté, vous êtes chargé de mission gestion de l'eau quantitative à la Chambre d'agriculture du Vaucluse, je l'ai dit. Chargé de mission aussi gestion de l'eau quantitative, je le redis. Et co-animateur, voilà, c'est ça que je voulais dire, surtout de l'OUGC 84. Et on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce que c'est qu'une OUGC, un organisme unique de gestion de l'eau? Oui, bonjour à tous. Donc Anthony Muscat, Chambre d'agriculture. Je co-anime ce grand dossier avec ma collègue Claire Bernard, qui n'est pas présente aujourd'hui. Alors, un OUGC. Oui, un organisme. Alors, pour rappel rapidement, je vois qu'il y a des gens qui connaissent bien dans la salle que je connais, mais pour d'autres... Rapprochez-vous du pupitre et tenez-le à deux mains, comme ça vous êtes sûr d'être en face de... Donc, un OUGC, c'est un organisme unique de gestion collective de l'eau agricole. Voilà. C'est une émanation du Code de l'environnement, alors qui est principalement focalisé sur l'usage irrigation. J'expliquerai après pourquoi nous on parle d'usage agricole et pas de préleveur à usage d'irrigation. On a un cas un peu particulier sur le département. Donc il y a trois notions importantes. C'est l'autorisation unique de prélèvement d'eau pluriannuelle, ce qu'on appelle communément une AUP, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes. Il y a le plan de répartition annuel qu'on appelle aussi le PAR, donc j'y reviendrai après. Et après le rapport annuel, c'est ce qu'on appelle communément pour les chargés de mission gestion de l'eau, le bilan des prélèvements d'eau réels une fois l'année passée. Donc vous avez une autorisation, vous définissez un plan et ensuite à la fin on fait le bilan. Voilà, c'est ça. C'est très clair. Vous intervenez sur combien de départements? Alors, l'OUGC Vaucluse fait suite à une gestion départementale saisonnière, une procédure mandataire qui était portée sur le Vaucluse. Il a été décidé de mettre en place cette OUGC à échelle de 4 départements sur 2 régions, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, en respectant la logique des bassins versants, qui venaient chez nous en partie ou totalement. Donc on a 13 bassins versants concernés sur 270 communes, 4 départements et sur les 2 régions. Voilà. Et on a découpé les choses en grandes unités de gestion, ce qu'on appelle communément une UG, qui sont elles-mêmes découpées en 27 sous-unités de gestion, ce qu'on appelle une SUG. Voilà. Alors pourquoi on parle de préleveurs agricoles et pas d'irrigants strictement chez nous? C'est qu'historiquement, cette association-là qui portait la procédure mandataire sur le Vaucluse, la DIV, gérait l'irrigation, mais aussi des petits usages connexes, comme tout ce qui est agricole hors irrigation, la lutte anti-gel, tout ce qui est des petites caves viticoles ou l'abreuvement des animaux sur des usages non ICPE, installations classées pour l'environnement. Donc on a fait ce choix-là de continuer en demandant aux préfectures de valider ça, puisque le texte réglementaire ne parle que d'irrigation. Et d'où ce qu'on appelle des usages agricoles individuels et collectifs. Voilà. Ça représente combien d'agriculteurs? Alors dans la base de données, on a... Ou usagers plutôt. Du coup, pour, alors usagers actifs, on est sur à peu près 1100 usagers dans le plan annuel. Mais dans la base de données, on en a beaucoup plus. On hérite de bases de données Vaucluse et extra-Vaucluse, puisqu'on travaille avec la Drôme, les Alpes de Haute-Provence et un peu les Hautes-Alpes. Voilà. Donc vous allez nous illustrer comment, grâce au numérique et notamment ce logiciel, vous assurez donc 2 des missions principales liées à cette autorisation unique de prélèvement, qui est le plan annuel de répartition et le suivi des consos en fin de campagne. Voilà, sur une gestion multi-ressources, puisque chez nous, sur une même parcelle, on peut aller jusqu'à 4 à 5 ressources différentes. Cours d'eau, sources superficielles ou souterraines,
des puits, des forages à différentes profondeurs et des canaux qui traversent notre territoire en gravitaire ou sous pression. Donc une belle illustration de l'intérêt de territorialiser toutes ces approches pour tenir compte des spécificités locales. Donc là, c'est le territoire et concrètement une imagerie de ce qu'est notre OUGC. Donc à gauche, c'est la carte des points de prélèvement. En rouge, tout ce qui est souterrain. En bleu, tout ce qui est superficiel. Et à droite, c'est les réseaux d'hydraulique à usage d'irrigation, puisqu'on en a beaucoup plus que ça, mais qui sont sur des usages de drainage, d'assainissement, donc non concernés. Donc, certains acteurs sont dans la salle, qui sont concernés. Donc ça, voilà, c'était pour illustrer un peu le territoire représenté, qui est assez important. Et donc vous avez digitalisé tout ce processus réglementaire porté par... Ce qui est important à rappeler, voilà, c'est qu'en février 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, tout ça c'était sous forme d'un fichier Excel uniquement, avec une couche cartographique sur un logiciel de SIG. Donc on a dû se poser la question rapidement de comment digitaliser tout ça pour rendre aussi une information accessible à tous nos usagers. Une enquête qui est assez lourde à mettre en œuvre, puisque quand même ça couvre un territoire assez important. Et donc à ce moment-là, on a fait la rencontre d'Aquasis. Et pour illustrer ça, parce que là c'est toute la base de données, mais en gros, si on prend les chiffres un peu clés du PAR 2023, le plan annuel, donc on a 1100 usagers actifs, dont 36 collectifs, donc c'est les canaux, donc il y a des ASA, il y a des ASCO d'irrigation, plus ou moins grandes. Donc des associations spécialisées, hyper localisées qui gèrent la répartition. Ouais. On en a aussi des grosses, comme le canal Carpentras, qui sont concernées par rapport à différents prélèvements. On a aussi le canal de Provence, qui est concerné partiellement par rapport à des prélèvements qui sont sur des cours d'eau, des sources qui nous concernent. Donc la base de données, c'est presque 8000 points de prélèvement, mais sur une année normale, on voit qu'il y en a à peu près 3500 utilisés, dont 3000 à peu près dédiés à l'usage irrigation et à l'usage canal agricole. La différence entre les deux usages, c'est que l'irrigation, c'est pour les individuels, et le canal agricole, c'est ce qu'on appelle l'eau transportée, qui est pris sur un ou plusieurs points de prélèvement par des ASA, des ASCO et autres. Voilà. Alors, comment vous avez digitalisé tout ça? On y arrive. Comment? Il a fallu rencontrer un acteur qui pouvait répondre à cette diversité de données, même au niveau... Ce qui est très compliqué chez nous, dans le sud de la France, c'est qu'on a beaucoup de prélèvements qui sont mobiles, qui sont partagés, prêtés, les pompes, elles bougent, les parcelles bougent. On a des gens qui sont sur des cultures stables et pérennes, d'autres qui sont sur de la culture annuelle, des contrats. Donc, il a fallu remettre à plat par un cahier des charges très, très activement les choses. Et donc, on a eu l'occasion de rencontrer la société Aquasis qui avait sur ses étagères différents outils, fonctionnalités qui remplissaient une bonne partie de nos attentes. Et on a dû co-construire cet applicatif métier agricole qui était quand même une nouvelle activité chez Aquasis. Voilà. Vous avez une illustration, j'imagine, de ça? Oui, sous forme de schéma. Après, là, je voulais juste rappeler quelques chiffres pour que ça parle peut-être à certains acteurs dans la salle. Donc, le PAR, chez nous, c'est 94 millions de mètres cubes, dont la majorité sont une demande des collectifs, des canaux. Hein. Donc, on a des canaux en gravitaire, qui prélèvent de l'eau en gravitaire, des canaux qui prélèvent sous pression. La part individuelle est la deuxième part majoritaire sur l'irrigation individuelle. Et après, on a des usages connexes, qui sont la lutte antigel qui est en train de bien monter chez nous, tout ce qui est agricole hors irrigation, les traitements, les lavages de matériel, lavage de production, et après, plus marginalement, tout ce qui est abreuvement d'animaux, les caves. Voilà. Donc l'idée, c'est de vraiment couvrir un maximum d'usages. Voilà. Il y a à droite quelques chiffres un peu clés qui montrent un peu la diversité entre surface et volume demandé. Donc là, sur les individuels, sur cette année, ça représente à peu près 3000 hectares de déclarants prévisionnels. Bon, principalement la viticulture chez nous, l'arboriculture très présente avec le maraîchage. Et en grande culture, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça représente que 9% de la demande, mais sur un volume plus important. On a des cultures un peu importantes chez nous, comme la tomate industrie, qui sont présentes, mais qui sont en train de se développer, qui demandent un peu plus d'eau. Donc ça, c'était pour dresser rapidement, pour ne pas perdre trop de temps, ce que représente notre OGC. Au niveau schématique, l'idée, c'était de répondre un peu ce qu'attend l'administration d'un OGC. Donc on a une déclaration de besoin qui se fait sous forme d'une enquête annuelle qui, par exemple, commence à partir de lundi chez nous. Donc il y a un courrier qui part à 1300 exploitants pour rappeler qu'il y a une déclaration à faire. Mais c'est quelque chose qui a été complètement digitalisé
Février 2020, fichier Excel. Décembre 2020, première enquête, 100% sur le site medo.fr. 1 à 2 retours papier. Donc il faut, en l'espace de 6 mois... Les usagers aussi ont joué le jeu aussi de cette digitalisation. Comme c'était abordé avant, pour mener une telle enquête, il faut des moyens humains, mais aussi des moyens logistiques et numériques qui puissent répondre aujourd'hui. Donc on n'avait plus vraiment le choix de faire que du papier. Parce que derrière, traiter du papier, c'est très compliqué comme tout ça. Donc une enquête de besoin prévisionnelle qui se fait sur quelques semaines. Une fois l'enquête finie, l'OEGC, avec des commissions d'irrigants, voit si ça respecte bien les différentes parts, AUP, pardon. Et après, on transmet à l'administration qui, chez nous, l'administration pilote, c'est la DDT de Vaucluse, bien qu'on aille sur 4 départements. Donc la spécificité chez nous, c'est qu'on est encore sous instruction administrative pour obtenir nos AUP. On n'est pas officiellement... Autorisation unique de prélèvement, je le rappelle. Voilà. On est officiellement OEGC Vaucluse depuis le fin janvier 2019. Par contre, nos AUP ne sont pas encore officiellement arrêtés. C'est un peu spécifique. Voilà. Et donc, vous avez pu digitaliser ce process, on va dire, traditionnel sur l'ensemble des étapes, donc que ce soit pour la déclaration du PAR, le plan annuel de répartition, mais aussi pour la partie bilan. Expression de besoin d'un côté, là, ce qu'on voit à la déclaration, PAR transmis, le retour à l'OGC qui fait un retour directement aux agriculteurs depuis cette année, et en parallèle, le suivi de la campagne, le suivi des prélèvements réels, où là, chaque usager qu'on a la possibilité, à l'échelle qu'il veut, journalière, mensuelle ou annuelle, d'enregistrer ses consommations. Voilà, enregistrer ses consommations, ce n'est pas des capteurs connectés. Voilà. Pour certains peut-être. Pour l'instant, on est plutôt sur du compteur classique. L'expérimentation de compteur connecté a été déjà menée chez nous entre 2020 et 2021. Donc c'est des sujets qui se discutent actuellement. Mais l'exploitant a la possibilité d'enregistrer sa consommation comptée ou estimée. Voilà. Comme ça a été dit avant, on n'est pas encore à 100% de compteurs équipant les points de prélèvement. D'accord. Voilà. On a bien compris du coup la digitalisation de l'existant. Un dernier point avant de passer la parole à Dominique. Il y a une petite chose importante, parce que tout à l'heure, il y a une actrice à la table qui a parlé de sobriété. Ce qui est important de souligner dans ce qu'on fait depuis le début, c'est que sur l'usage irrigation, l'agriculteur se voit proposer un volume en cohérence avec son assolement, son mode d'irrigation, son type de sol, et savoir s'il est sur une sollicitation du prélèvement entière, partielle, parce que parfois il y a des canaux qui traversent, parfois l'accès à la ressource étant contraint ou limité. Donc ce qui permet d'arriver à une simulation indicative par culture qui est réfléchie. Ce n'est pas je demande tant de mètres cubes sans justification. L'agriculteur peut l'objectiver encore à la hausse ou à la baisse. Et donc sur cette phase de plan annuel de répartition, il y a quand même tout un travail de cohérence où la demande qu'on attribue doit respecter au maximum le plafond des AUP. Donc pour tendre vers cet enjeu de sobriété, justement, Dominique, je vous passe la parole parce que l'idée aujourd'hui c'est d'aller plus loin dans cette gestion numérique de la gestion de l'eau et justement de tendre aussi vers une sobriété, on va dire, améliorée, en tout cas une gestion de la sobriété améliorée. Voilà, donc la première chose qu'on a faite, et c'est le besoin aujourd'hui immédiat, c'est la digitalisation, c'est-à-dire arrêter le papier, puis saisir la donnée dès la déclaration. On l'a fait avec 3 composants, un portail web pour les agriculteurs, une application mobile pour pouvoir faire essentiellement de la saisie d'index, et un portail web à l'usage des animateurs. Et ce portail, il est intégré avec la DDT et l'agence Rhône-Méditerranée. Et alors, donc, aujourd'hui, on a de nouveaux besoins qui émergent et qui sont très centrés sur l'évolution du modèle réglementaire. L'évolution, sans le remettre en cause, mais néanmoins se dégager de nouvelles marges de manœuvre. Donc j'ai représenté ici assez rapidement ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'arrêté sécheresse qui complète l'encadrement des prélèvements par l'autorisation unique de prélèvement. Et ces 2 dispositifs ont vocation à induire auprès des agriculteurs un comportement de plus en plus sobre. Le premier niveau de sobriété, c'est la recherche d'efficience. Il est assez facile, il est assez accepté, puisqu'il s'agit de maximiser le volume sur le volume d'eau prélevée. Mais parfois, ça ne suffit pas. Au contraire, ça a un effet délétère, puisque quand on
Quand ça marche, on augmente le rendement et on a tendance à augmenter la surface. Du coup, un deuxième niveau de sobriété apparaît, c'est la conduite déficitaire de l'irrigation. Donc on va apporter de l'eau en dessous du minimum, de l'optimum agronomique. Et le troisième niveau, c'est l'arrêt d'irrigation à travers l'arrêté sécheresse. Ces deux niveaux sont compliqués à aller chercher et ils ne peuvent se faire que dans un cadre collectif où on garantit l'équité, on garantit la confiance. Et c'est autour de ces outils-là, de ces dispositifs-là qu'on est mobilisé. Alors ce dispositif, il est assez décrié, il a été évoqué tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on manque d'anticipation, de proactivité, on manque de moyens de pilotage, on manque d'efficacité. Donc c'est autour de ces outils-là qu'on nous sollicite. Donc quelques illustrations du nouveau cahier des charges numériques sur lequel qui va animer, je pense, les 10 prochaines années nos travaux sur ce sujet-là. Un gros sujet sur les autorisations. Donc les autorisations, elles doivent être plus précises, plus calées sur les besoins en eau des plantes et les disponibilités. Donc c'est autour de ce bilan besoin-disponibilité que l'autorisation devrait être réfléchie. Un gros besoin d'anticipation grâce aux algorithmes, donc les algorithmes agronomiques, les algorithmes aussi hydrologiques. Le troisième niveau, c'est éventuellement la modulation des autorisations, parce qu'aujourd'hui, l'autorisation, elle est figée en début de campagne. Et l'idée, c'est de la faire bouger en fonction, à la hausse ou à la baisse, en fonction des trajectoires climatiques et agronomiques. Le fléchage, c'est-à-dire pouvoir cibler en fait ces autorisations et dérogations vers des cultures, vers des agriculteurs, donc, pour pouvoir maximiser leur efficacité. Bien sûr, le partage d'informations pour pouvoir organiser l'arbitrage multiressources. Le pilotage temps réel, l'intégration des capteurs connectés, ça devient une réalité. Et un dernier point assez important, c'est la création de confiance, c'est-à-dire que la donnée, elle puisse être opposable et elle puisse vraiment contribuer à la création d'un édifice de confiance qui est absolument nécessaire pour pouvoir justifier un accès différent à la ressource. Peut-être plus d'eau, mais en contrepartie d'une démonstration plus de transparence. Ouais. Voilà. Un point sur donc, toutes ces évolutions donc, en cours, hein, on le comprend, c'est des travaux en cours de R&D pour développer des nouvelles fonctionnalités à un outil existant qui aujourd'hui sert l'existant mais qui demain pourra servir d'autres usages et dans un objectif de frugalité ou plutôt d'optimisation de la sobriété des usages. Qui seront les futurs utilisateurs concrètement de ces nouveaux outils? C'est qui vos clients? C'est que des OUGC comme aujourd'hui, ou demain il y aura d'autres acteurs qui seront utilisateurs de ces outils? Aujourd'hui, nous, on vient du monde du service public. Nos clients historiques sont les collectivités locales, les services de l'État. Et en fait, on a transposé ces technologies aux OUGC aujourd'hui. C'est donc essentiellement la vallée du Rhône et la région Pays de la Loire. On est en discussion pour élargir, donc dans un cadre de recherche et développement, pour élargir ces outils à une grosse ASA. Donc association syndicale autorisée. Et on est en discussion avec nos partenaires, les sociétés d'aménagement régional, pour voir si ces outils qui ont été configurés dans un cadre réglementaire particulier peuvent s'adapter dans leur usage. Quoi. Oui, ça sera en fonction de la répartition des responsabilités entre soit un OUGC, une ASA ou une SAR, Société d'aménagement régional. Parce qu'en fonction des régions, les responsabilités ne sont pas toutes les mêmes et les choix stratégiques en termes d'outillage numérique. Et même entre les OGC, il y a beaucoup de spécificités, puisque à chaque fois, il faut s'adapter à l'arrêté cadre sécheresse qui est très local. Quelles échéances, à partir de quelle date on pourra imaginer un outil qui couvre l'ensemble de ces fonctionnalités fonctionnelles? Donc là, on est en partenariat avec INRAE et l'Université du CFL pour aller travailler en particulier sur les algorithmes, et on espère avoir fini le travail dans 4 ans. Très bien, merci beaucoup en tout cas de ce témoignage. On va prendre une question de la salle, rapidement, si quelqu'un a une question de compréhension ou sinon je désigne, comme je le disais de manière autoritaire, sur l'importance de la question numérique pour piloter la planification et la gestion opérationnelle. Oui, alors moi ça portait plutôt sur le volet OUGC, qui est une dimension administrative nouvelle. Quel est le statut administratif, société, de l'organisation OUGC? Sous quel cadre ça s'exerce?
Oui, alors on a un peu écourté la présentation, mais c'est porté par la Chambre d'agriculture de Vaucluse, mais il y a des OJC qui sont portés par des groupements ou par d'autres types de structures. Des collectivités, même, parfois? Oui, alors je ne Rarement. connais pas moi particulièrement, mais je sais que dans le Gard, ils avaient, sur un bassin versant, ils avaient créé un groupement. Je sais qu'en Ardèche, ils réfléchissent à des groupements aussi, mais chez nous, c'est porté par la Chambre d'agriculture Vaucluse, et c'est acquis qu'on aille sur d'autres départements par rapport aux limites de bassin versant. En fait, c'est comme un label, on va dire une fonction qu'on donne à un organisme préexistant, une chambre d'agriculture, une collectivité. C'est pas nécessairement une nouvelle société ou une nouvelle association. Il n'y a pas de créée. statut juridique, pas de SIRET, il n'y a rien. C'est porté par les statuts organisme de la existant structure par ailleurs. porteuse. Merci beaucoup à tous les deux. On peut les applaudir, les remercier.